Nous nous replaçons dans l'histoire de ce soir dans Documentos TV pour cette émission spéciale datant d'août 1940. Les troupes de Hitler venaient de diviser la France en deux lorsqu'un train avec 927 réfugiés espagnols quittait la gare d'Angoulême. Les voyageurs pensaient être emmenés dans la zone non occupée, mais ont vite compris qu'ils se dirigeaient vers le nord. 4 jours plus tard, ils arrivèrent au village de Mauthausen, en Autriche annexée. Le nom d'un lieu qui allait devenir l'un des symboles de l'Holocauste et de l'extermination ne leur était pas du tout familier ou évoquait aucune signification particulière pour eux. 470 personnes internées à Mauthausen, dont 409 ont péri. Le convoi des 927 collecte le témoignage d'environ 30 survivants, à la fois ceux qui ont été internés dans le camp de concentration et ceux qui sont rentrés en Espagne, ainsi que des réfugiés qui n'ont pas réussi à monter à bord du train d'Angoulême. Les Espagnols ont été les premiers à arriver à Mauthausen. En réalité, on pourrait dire qu'ils sont les responsables de sa construction. Et ils ont également été les premiers à subir les conséquences de la colère des nazis à un moment où ni les Juifs ni les Russes n'étaient encore arrivés pour être l'objet de leur folie exterminatrice. Ce convoi a été le premier train de déportés de toute l'Europe occidentale chargé de familles entières à destination d'un camp d'extermination nazi. Population civile, réfugiés purs, qui seraient considérés comme apatrides lorsque Ramon Serrano Suñer, le ministre des Affaires étrangères de Franco, a décidé de les abandonner. Pour la réalisation de ce documentaire, tourné en France, en Autriche et en Espagne, les auteurs ont consulté et utilisé des fonds documentaires de 21 archives espagnoles, européennes et nord-américaines. Les Allemands sont arrivés et ont marché en file jusqu'à la gare. Là-bas, ils nous ont mis dans ce maudit train. Il y avait un train très long. Je ne sais pas combien de wagons il y avait, mais il y en avait autant que moi. Familles entières, jeunes enfants, nourrissons et tout le tralala. Je voyais de la peur, une peur inconnue. Ils suggèrent l'Espagne, mais à cause des bombardements, on passe par l'Italie. Un conte, une histoire terrible, effrayante. Ils ont fermé le train. On s'est demandé où ça nous mènera, où ça nous emmènera. On ne savait rien. C'était monter, fermer les ports et avancer sur la route. Eh bien, imaginez un wagon qui n'avait qu'une grille et nous étions fermés de l'extérieur. Tu ne pouvais pas sortir de là même depuis la France. Nous étions un groupe de 18 personnes à l'intérieur de ce wagon. En vous enfermant dans le wagon, vous perdiez déjà votre personnalité. Tu n'étais plus libre. Il te contrôlait déjà. Tu n'avais plus de nom, tu avais un numéro. La gare française d'Angoulême a été le point de départ d'une tragédie peu connue et oubliée au milieu de l'immensité de l'Holocauste nazi. De nombreux Espagnols commencent ici un voyage vers la mort et l'horreur de Munchausen. Ce sont les membres du premier convoi chargé de familles entières à destination d'un camp d'extermination. Ils ont inauguré ces transports de la mort que les Juifs rendraient tristement célèbres 2 ans plus tard. Le convoi des 927 était composé d'hommes, de femmes, d'enfants et de vieux Espagnols qui avaient fui une guerre civile déjà perdue par les républicains. Ils sont arrivés à Angoulême avec l'espoir de commencer une nouvelle vie de réfugiés, mais ils ne trouvaient pas toujours l'accueil dont ils avaient besoin, étant affamés et vaincus.
regardait à travers les barbelés. Il venait nous regarder comme si nous étions des bêtes. Le Parlement français, un député de droite, dit « En relation avec ces individus, quelques vieux navires, nous les plaçons dans l'océan et les coulons. Parce que d'abord, ils ont dit que nous étions indésirables et qu'il faut liquider tous les rouges. » La première chose que je vois quand je passe, France. Liberté, égalité et fraternité. Et puis j'ai réalisé que c'était un slogan. Les autorités françaises ne dissimulent pas leurs efforts pour faire partir les Espagnols le plus rapidement possible et laisser propre de indésirables en utilisant les mots de l'époque, le département de Chagall. Mais les Espagnols résistent. Personne ne veut revenir à cette Espagne de Franco où, malgré avoir promis le pardon, on fusillait et enfermait les gens en prison. À Angoulême, les Espagnols réfugiés dans le camp de Les Alliés essayent de bien s'entendre avec le commissaire du camp Marcel Soulier, un personnage redouté et puissant. Avec une opinion favorable ou défavorable, ces rapports étaient déterminants pour les exilés. Mais il y a un moment où les Espagnols commencent à être nécessaires. En septembre 1939, l'Allemagne envahit la Pologne et déclenche la Seconde Guerre mondiale. La France se sent menacée et renforce ses frontières avec la ligne de fortification Maginot. Ces Espagnols qui voulaient rentrer en Espagne de Franco doivent maintenant combattre Hitler. Rappelez-vous, ce sont les mêmes qui ont brûlé vos maisons, les mêmes qui ont tué vos femmes. C'est le moment de vous venger. Rejoignez la Légion. Parce qu'ils avaient déjà besoin de recrues pour le combat. La France avait besoin de travailleurs pour la guerre, pour continuer la guerre. Le gouvernement refusait, mais la grande industrie a eu plus de pouvoir que le gouvernement. Et progressivement, ils nous ont libérés des camps de concentration. L'illusion d'une nouvelle vie ne dure pas long. En mai 1940, les troupes d'Hitler envahissent la France. Les réfugiés espagnols voient avec désespoir leur sortie d'une guerre pour entrer dans une autre. Un mois plus tard, Angoulême se trouve dans la zone occupée par les Allemands. Les femmes pleurent. Ils sont entrés et quand j'ai vu ces Allemands avec des imperméables, forts, grands, nous disions « Quelle armée, c'est invincible !» Je me rappelle quand j'étais enfant, il y avait des microphones dans les rues de Barcelone qui disaient aux Catalans réfugiés que la Generalitat veillait sur eux avec bienveillance. Et alors, je veux dire pourquoi? Parce que les avions de combat allemands Junkers venaient bombarder. Allemands. Tous les avions qui ont effectué des bombardements en Espagne étaient de nationalité allemande. Ce sont les Allemands qui ont détruit Varnica. Ils nous apportaient des bonbons, ils nous apportaient du pain. Je me souviens d'avoir entendu dire, il disait « Le lion est moins méchant qu'on dit ». Parce que tout le monde avait peur des Allemands et que nous nous comportions très bien. Jusqu'au jour où il nous a demandé de sortir les valises et de les mettre ici. Nous nous occuperons de les faire suivre sans problème. Vous pouvez compter sur nous. Ils nous ont attrapés, nous ont montés, nous ont emmenés à pied là-bas, debout du champ à la gare, mais la gare de marchandises. Le jour où ces soldats aimables ont montré la facette la plus brutale du nazisme, ils n'ont pas fourni beaucoup d'explications sur la destination des 927 Espagnols du camp de réfugiés de Lealido. L'Espagne ou la zone libre de la France non occupée par les Allemands étaient des destinations de plus en plus importantes pour les réfugiés sur le point de devenir déportés. Ils n'avaient aucune idée du nombre de personnes présentes à l'intérieur. Ils me disent de les compter moi-même, car ils ne peuvent pas le faire.
J'ai pris un cahier pour enfants, tu sais, de l'école. J'ai pris le cahier et je suis allée là-bas. Ils se sont comptés, je ne suis pas montée dans le train. Ils se sont comptés eux-mêmes, dans chaque wagon. Dans chaque wagon. Oui, au total, 900. Je ne m'en souvenais pas. Une vingtaine. Dolores Sangüesa était une réfugiée qui travaillait comme interprète du commissaire du camp Marcel Zully. J'entre dans le bureau, je lui dis, il y a tellement de gens. Couillot me dit, tu sais déjà où ils vont? Je dis, bon, dans la zone libre. Il nous a dit, sur le terrain, que la zone libre. Il nous a toujours dit que la zone libre. Traîne en Allemagne? Oui. Et M. Couillot m'a dit non, il allait en Allemagne. Et il lui dit, êtes-vous? Comment? Êtes-vous un espion? Êtes-vous un traître? Et je dis, mais il faut leur dire pourquoi. Ils vont à... Et ils m'ont attrapé comme ça. Ils m'ont dit, tu ne sors pas, sinon... Les autorités françaises connaissaient-elles la destination finale de ce train? La documentation officielle parle d'organiser un convoi pour emmener les réfugiés en Dordogne, dans la zone libre non occupée par les Allemands. Mais pourquoi demande-t-on avec tant d'insistance de prendre le plus grand nombre possible d'Espagnols? Pourquoi sont-ils à nouveau jugés dangereux pour l'ordre public? Il y a des données troublantes. Ce document demande des rouges espagnols, dont l'élimination a été ordonnée par l'armée de commandement allemande. Il reconnaît que les autorités d'occupation allemandes ont expressément demandé le départ immédiat de tous les 2000 réfugiés espagnols du camp de Léallier d'Angoulême en raison de la situation politique et sécuritaire préoccupante dans la région. Le convoi des 927 devient ainsi le premier train à quitter l'Occident avec une population civile et se dirige vers un camp d'extermination. En France, un événement semblable ne se produira que plus tard, en 1942, lorsque les rafles contre les Juifs commencent. En France, indésirable, en Espagne, combattant rouge, et en Allemagne, ennemi du Reich. Votre destination sera Mauthausen, un camp pour les irrécupérables? Il le savait parfaitement. Bien entendu, le gouvernement français aurait dû le juger sans aucune hésitation, conformément à la loi en vigueur. Oui, parce qu'ils étaient responsables de nous. Au moment où ils nous ont accueillis dans leur pays, ils étaient responsables. Parce que, écoute, laisser là-bas des femmes et des enfants qui te traitent de cette manière comme des animaux et sont maltraités. Par Dieu béni, il y avait beaucoup d'enfants dans le champ. Nous avons passé 4 jours dans le train sans sortir des wagons. Wagons de marchandises, pas de voyageurs. Tout dans wagon. Quel jour! Tout le monde, femmes, enfants, enfin tout mélangé. Il y avait de tout. Il y avait de la sueur, de l'odeur, de la chaleur, d'autres fois du froid, parce que quand tu es mal nourri, tu n'entends pas comme quand tu es bien nourri. Il y avait de tout là-bas. Il y avait des moments où moi, par exemple, ayant un odorat très délicat, je ne le supportais pas. Je ne le supportais pas. Le panneau était fermé, il y avait des fissures à travers lesquelles on pouvait voir. Dans un guide Michelin, de ces gros guides qu'il y avait, et mon père regardait dans ce guide pour voir où allait le train. Au début, je pensais qu'il nous envoyait en Espagne. Non, le train allait vers le nord. Quand le train allait vers le nord, il ne nous emmène pas en Espagne. Nous ne pensions jamais qu'il nous emmènerait en Allemagne, en Autriche. Quand nous sommes arrivés à la frontière allemande, en France, il y avait un Français qui savait où nous allions déjà. Amis espagnols, je vous souhaite bonne chance et liberté.
Je ne dis que ces mots. Et nous avons dit, que veut dire cet homme avec ces mots? Arrivant à Mauthausen pour prendre le train dans une gare, j'ai remarqué un quai sans toit. Cela me rappelle très bien. Il y avait un homme plus âgé, habillé en tyrolien, et il a regardé comme ça et dit le pauvre petit en français, pensant qu'elle était française, que nous étions français, venant de France. Eh bien, je ne sais pas, dit-il doucement, pauvre petite. Je ne sais pas si vous parviendrez à sortir d'ici. Ce que je sais, c'est que vos hommes ne sortiront pas. Toutes les portes étaient ouvertes et un prisonnier en costume à rayures, un officier allemand, venait et le prisonnier parlait espagnol en demandant ce qui se passe. Allez, les hommes descendent maintenant. Les hommes descendent rapidement. Descendant, les hommes et les femmes commencent à s'embrasser l'homme, les parents aux enfants, mais celui qui dit « obéissez », le prisonnier dit « obéissez » qui est bien meilleur, ainsi il ne se passera rien. Les hommes en bas, raus, raus. Nous n'avions pas le temps de commenter ce qu'ils allaient faire, ce qu'ils n'allaient pas faire, que là où nous étions, nous voyions ces lettres écrites Mauthausen, mais nous ne savions rien. Quel âge avez-vous? Ils te l'ont montré eux-mêmes. Vial, vial, vial. Vial. Combien d'années? Quel âge? Faisais-tu 10? Séparé de la famille. Je ne pouvais plus. Déjà parti. Je veux dire qu'il n'y avait rien, absolument rien. Parce que Gallo était un enfant, et quand ils sont arrivés et l'ont attrapé comme ça, et ma mère le prend, elle dit, il est déjà trop petit. Et puis ils ont fait comme ça, c'était assez haut, et ils l'ont enlevé de leurs mains. Non, j'étais jeune, et me séparer de ma mère était ça. C'était comme me tuer complètement. Et je ne l'oublierai jamais, ce moment de la queue, jamais. Oui, quand il les emmenait. Oui, nous nous demandions où il les emmènerait. Où les emmènera-t-il? Nous disions tous. Où les emmènera-t-il? C'est étrange. Et vois où le destin l'a mené. Le ciel m'est tombé dessus lorsque la porte centrale du champ s'est ouverte pour laisser entrer la colonne venant d'Espagne. Et j'ai regardé, et j'ai dit à mon père, il a dit « Regarde papa, une mitrailleuse ». Il dit « Ce n'est pas une mitrailleuse », il dit que c'est une caméra. Et bien sûr, il voulait que je n'aie pas peur. C'était la peur qu'il imposait pour que je voie, il y a des Espagnols qui ont été sur le front d'Aragon en Espagne, qui ont combattu jusqu'à la mort pendant toute la guerre d'Espagne. Ils ont combattu, ils ont pleuré, ils ont sacrifié, mais ils ont gardé la chose d'un homme. Nous réalisons que pour nous, c'est la fin lorsque nous arrivons devant ces portes sans aucune illusion ni espoir et que notre destin est scellé. Du commandant Francis Reis et de tous les autres, y compris le capitaine. Et puis il nous a dit que ceux d'entre nous qui étaient là-bas ne sortiraient pas par la porte mais par le crématoire. Il nous a déjà indiqué le chemin de sortie. Ils nous ont enlevé nos vêtements,
raser la tête et les parties intimes. Je crois que c'était sur une chaise. Ensuite, ils nous ont donné un costume à rayures pour nous habiller. Ils ne savaient pas quoi faire de nous. L'épreuve, nous étions des réfugiés politiques rouges, comme ils disaient. Ils nous ont attribué un triangle bleu, symbole d'apatridie. Le triangle bleu serait associé au destin tragique de ces 430 déportés à Mauthausen, qui ont été abandonnés à leur sort sans patrie ni personne pour s'occuper d'eux. Parmi eux, 357 ont perdu la vie, ce qui représente près de 90% de déportés espagnols. Et avant de décider de son extermination, le régime d'Hitler a eu la courtoisie de consulter son ami Franco. L'ambassade allemande à Madrid demande jusqu'à 4 fois ce qu'il était nécessaire de faire avec les Espagnols capturés à Angoulême. 4 lettres en 1 mois et demi qui n'ont jamais reçu de réponse de la part du ministère des Affaires étrangères, dirigé à l'époque par Ramón Serrano Suñer, beau-frère de Franco. Les hommes et jeunes garçons, presque des enfants, étaient restés à Mauthausen. Et là, nous étions de nouveau sur une voie sans issue, sans personne pour nous prêter attention. Le train était arrêté, vous entendiez des cris, hurlements et bruits des autres wagons, mais rien d'autre. Ma mère en train de pleurer, cette autre dame en train de pleurer, l'autre là-bas pareil. Et quand nous sommes arrivés près de Berlin, ils nous ont mis dans un tunnel et nous y sommes restés. À 8 ou 9 heures, l'aviation bombardait sans arrêt, bombardement des Anglais, pendant des heures et des heures. Et c'est là que j'ai commencé à crier dans l'obscurité, et c'est à ce moment-là que je pense avoir développé cette claustrophobie. L'expédition formée par les femmes s'est aventurée en Allemagne et est revenue par le même itinéraire et en sens inverse jusqu'à la frontière espagnole, faisant le voyage toujours de nuit et à grande vitesse. Les autorités espagnoles ont été informées de l'itinéraire de ce train, qui devait être le voyage de retour en Espagne. Un tour incompréhensible en Allemagne jusqu'à Angoulême. Ici, le train s'arrêtera seulement quelques heures pour déposer une seule passagère malade que les Allemands craignaient d'être contagieuse. À travers elle, la communauté espagnole d'Angoulême connaîtra le destin des hommes. Les pleurs qui sortent de ce convoi, qui ne transporte maintenant que la moitié des passagers, suscitent la crainte d'une deuxième expédition. Lorsque nous avons appris que le train était à la gare en haut du marché, nous pouvions entendre les gens, quelque chose de terrible. Cela nous a vraiment inquiétés. Maintenant, j'ai ici. Je ne passerai pas une fois sans voir la gare et sans penser à ce train. Très inquiets, nous étions prêts, certains prêts à nous échapper n'importe où en France, ou à partir à la montagne, nous cacher dans la forêt, n'importe quoi, mais pas partir, car il y a eu quelques jours d'inquiétude. Papa avait la crainte d'être arrêté subitement, sans préavis, à n'importe quel moment. En d'autres termes, ils ont vécu avec cette épée dans la tête, 10 ans et pensant que cela était inévitable, sans jamais pouvoir s'en défaire, malgré tous leurs efforts. La peur de la formation d'un convoi n'était pas infondée. Dans ce document confidentiel, les Français notifient aux autorités allemandes le départ du convoi des 927 Espagnols et parlent des préparatifs pour le départ de plus de réfugiés d'Angoulême. Cette fois-ci, il n'y aurait que des hommes et toujours choisis en fonction de leur orientation politique. Finalement, cette deuxième expédition ne se ferait jamais.
Les Allemands commencent déjà à donner la priorité aux arrestations entre la résistance et les Juifs. Ils ont emmené tous les Juifs. Toutes mes petites amies juives que nous allions à l'école voyaient qu'ils étaient montés dans des camions maltraités, et tout cela était très effrayant. Ils leur tirèrent dessus avec le fusil, les poussaient. Les Espagnols d'Angoulême qui arrivent à Mauthausen se retrouvent dans un camp inauguré il y a 2 ans et encore en construction. Ils ont donc le triste privilège d'être les premiers habitants et d'avoir travaillé comme des esclaves à la construction de ce lieu d'extermination. Chaque pierre de Mauthausen, ce qui est le bloc qui ferme Mauthausen, chaque pierre est signée par un Espagnol avec du sang, car ce mur a été construit par les Espagnols de force. De bâtons et de matraques, et de coups de poing et de tout, jusqu'à ce qu'ils meurent. C'était un camp d'extermination. C'était un camp d'extermination. Si tu pouvais encore travailler, tu devais tout donner, jusqu'à épuisement, puis te débarrasser de toi, sans plus de valeur pour eux. Savez-vous ce que c'est de se coucher avec quelqu'un, de parler avec toi? Je suis fatigué, comment ça va, et tout ça. Le lendemain, allons-y, mort. Ils se formaient pendant 2 ou 3 heures sur la place Lapelle, la place où nous nous formions. Ils se formaient avec la pluie, avec le froid, avec la neige, et ils nous traitaient comme des agneaux. Les morts devaient sortir à la formation mort. Il y avait un chevalet qui avait été spécialement conçu ainsi, et il y avait une barre comme ça. Il mettait les pieds à l'intérieur, et un autre te couchait là, il te faisait baisser ton pantalon. Parfois, on en plaçait un de chaque côté pour atteindre les 25 coups, et il était impératif de les compter avec précision. Lorsque vous prenez la décision de donner un coup, il y a eu des situations où, si la personne se trompait, elle était obligée de recommencer son travail. Pour qu'ils le sachent, Matao s'appelait la lettre N. Nuit noire, niveau de nuit et brouillard. Et cela voulait dire quoi? Personne ne doit quitter le terrain. Nous devons tous être gazés, métallisés ou brûlés. Personne ne doit sortir. Quand vous dormez, comme moi, dans une baraque en face du crématoire où les flammes sortent par la cheminée toute la nuit, le moral est très bas au début. Après, tu t'habitues et tu dis bon que vienne ce qui vienne, peu importe comment. Selon l'endroit où le vent irrespirable soufflait, l'odeur de chair brûlée était transportée par le vent sur une distance allant d'1 à 3 kilomètres. Les personnes qui habitaient là-bas étaient conscientes de la présence de maisons de campagne autour du champ, car elles pouvaient les voir. Mais en plus des difficultés rencontrées par les Espagnols à Mauthausen, il y avait aussi l'incertitude quant au sort des femmes et des enfants. Ils craignaient qu'ils aient pu finir dans un camp comme le leur. Ils ne savaient pas que le convoi transportant leurs familles était revenu en Espagne. Mais le 1er septembre, frontière de Hendaye, les personnes à l'intérieur ont déjà prévu le futur qui les attend. Une réalité violente et brutale qui se profile à l'horizon. On nous a laissés dans le wagon, et personne ne nous ouvrait. Personne ne savait même que nous étions là. Un garde aiguille est passé et a entendu pleurer. Et en entendant pleurer, il pensa que c'étaient des malfaiteurs qui étaient montés dans le train. Et quand il voit ça, il dit « Mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est ?» Alors ma mère pleurant, et nous tous, en plus de la faim, que nous n'avions pas mangé depuis combien de temps, une faim que je n'avais même plus d'estomac. Et il dit « Mesdames, que faites-vous ici ?» Et ma mère lui a dit « Mon Dieu, je croyais que ce train qu'elle avait mis ici l'avait tuée. Nous la laissions mourir là-bas. » Et en arrivant ici, en Asturie, nous avons été accueillis à cette gare par des gens de droite,
attendant que nous descendions du train en disant « Là arrivent les rouges, là arrivent les assassins ». Je ne sais pas si cela a une place d'explication pour les femmes et les enfants présents. Ensuite vint une autre épreuve qui fut le franquisme. Ma mère devait se présenter chaque semaine à la caserne de la garde civile jusqu'à ce qu'elle ne revienne plus. Et puis, ceux d'entre nous qui étaient marqués comme si nous étions les Juifs, avec l'étoile de David, les rouges qu'ils appelaient, si tu tombais sur la bande de fascistes, ils te frappaient jusqu'à ce qu'ils se lassent. Le Saint-Christ de l'Épante a été retrouvé et ramené dans son temple pour recevoir à nouveau l'hommage dévot des Catalans. À la dureté de la répression franquiste, ces rapatriés devront ajouter l'inquiétude pour leurs proches emprisonnés à Mauthausen. Ils ne savent pas où aller, à qui demander. Toute démarche devait être effectuée en cachette, car elle révélait un passé d'exilés républicains qui pouvait les mettre en danger. Ce n'est que près de 3 ans plus tard qu'ils commenceront à recevoir les premières lettres des déportés, des lettres censurées à la fois par les autorités allemandes. Agutschegouzen était l'un des 50 camps et commandos annexes à Mauthausen, un camp de concentration situé en Autriche pendant la Seconde Guerre mondiale. Là-bas, l'enfer, comme le disent de nombreux déportés, beaucoup sont morts. Avoir vers 40 ans, c'était être vieux. Avoir un défaut physique signifiait être inutile. En fait, environ 60 mutilés du convoi n'ont même pas été enregistrés car ils ont été éliminés dès leur descente du train. Goussen était la destination finale des 5000 Catalans qui sont décédés à Mauthausen en se dirigeant vers Bussen pour les exterminer car ils ne produisaient plus suffisamment pour eux. Cela se produisait souvent. Lorsqu'ils attendèrent des convois avec beaucoup de gens, il n'y avait pas de place. Il fallait. C'étaient de petites cartes. Ainsi, le prisonnier ne peut écrire que 25 mots à caractère personnel. Je me souviens encore de ce jour où cette maudite est arrivée et m'a dit « Mère, Manuel Angèle et moi allons très bien, ne t'inquiète pas. » Ce souvenir est gravé dans ma mémoire comme si c'était hier, et chaque détail reste vif et clair, jamais oublié. Malheureusement, mon père est décédé de la maladie dont il souffrait. Il faisait croire aux gens qu'il les guérirait à l'hôpital, créant ainsi de la place pour les nouveaux arrivants. Il y avait 2 hommes en bas, au pied de l'échelle, avec des seringues injectant de l'essence. Une fois en haut, ils empilaient les autres, car l'essence était déjà liquide et son effet immédiat. Les hommes faisaient preuve d'une grande humanité, agissant avec précaution tout au long de cette opération. Je ne sais pas, pour imaginer ce que cela a été, je le compte, mais ce n'est pas pareil de l'avoir vécu. Tu disais aujourd'hui j'ai terminé la journée en vie, demain d'interrogation sur ce qui va se passer. Il y avait des Juifs là-bas qui savaient que cette nuit-là, nous allions passer de l'autre côté du monde. Ils étaient déjà d'accord, et la nuit, ils se levaient, et il y en avait un qui était déjà destiné à attraper le fil barbelé, et les autres se donnèrent la main, et dès qu'il y avait une montée, ils se suicidaient. C'est ainsi qu'il en est venu à devoir dormir avec son frère à Tao, à attacher son frère à lui, car son frère aîné voulait se jeter sur le fil barbelé, et il ne pouvait pas prendre le temps de réfléchir. Cette situation était très difficile pour eux, et mon père disait combien de fois il l'avait vu pleurer. Il disait aux enfants, « Où est-ce que je vous ai emmenés pour un idéal ?» Lorsqu'une personne parvenait à s'échapper, il la pendait, et nous devions tous passer près d'elle dans le champ, en la regardant avec une profonde intensité. La première personne que j'ai vue comme ça, un tzigane. Et il s'est échappé.
et ils l'ont cherché partout pendant 2 jours sans le trouver. Mais ensuite, ils avaient des chiens préalablement entraînés pour chercher les individus, et ils l'ont localisé et l'ont ramené au champ. Ils l'ont placé comme s'il était dans une cage, debout, avec la main dans cette position spécifique. Alors, il y avait 2 qui tiraient à la charrette et la musique derrière jouant, et donc tous les autres ne le dépassaient pas devant. Savez-vous quel morceau de musique l'orchestre jouait? J'attendrai, car l'oiseau qui s'enfuit vient chercher l'oubli dans son nid. Le temps passe et court en battant. Ils ont utilisé cette musique pour l'accuser et le condamner, puis ils l'ont pendu sans aucune justification. De nombreux déportés espagnols se souviennent des visites à Mauthausen des hauts responsables du Reich, comme celle d'Himmler. C'étaient des visites dont le régime nazi se vantait. L'architecte de la solution finale contemplait avec satisfaction son œuvre, même si lors des visites, on lui offrait une vision édulcorée de ce qu'il avait lui-même ourdi. Mais cela ne voulait pas dire qu'il l'ignorait. Après tout, il l'avait conçu. La période d'imitation esthétique et idéologique la plus claire du fascisme est sans aucun doute celle de Serrano. Même si par la suite son étoile est pâlie et qu'il ait lui-même cherché à se dissocier du franquisme, il est indéniable que Serrano porte une grande responsabilité dans le sort des déportés et ne peut plaider l'ignorance. Ses actions ont eu des conséquences graves et durables. L'ambassade allemande à Madrid a demandé au ministère espagnol des Affaires étrangères ce qu'il fallait faire des réfugiés qu'elle avait capturés à Angoulême. 4 lettres entre le jour du départ du convoi, le 20 août 1940, et le 3 octobre, alors qu'une réponse était encore demandée, n'ont jamais reçu de réponse. À travers l'ambassade d'Espagne à Paris, des instructions sont demandées à Serrano Suñer car le transfert des réfugiés dans des camps de concentration semble imminent. On ne répond plus, malheureusement. 1 an plus tard, l'ambassade espagnole à Berlin informe que les Espagnols ont été déportés à Mannhausen en raison de leur passé politique dangereux et leur affiliation au Rouge. Maintenant, le ministère des Affaires étrangères, dirigé par Serrano, répond avec une note manuscrite en marge. Et il le fait ainsi, car il ne semble pas opportun de faire quoi que ce soit en faveur des internes. Il est essentiel d'archiver cette précieuse archive. Elle représente la condamnation à mort de 927 Espagnols, membres du convoi des 927. Franco n'a pas levé un doigt, pas un seul doigt en faveur des républicains espagnols, pas un seul geste de solidarité envers eux, pas un seul acte de soutien, et l'Église encore moins, car l'Église avait autorité. Peut-être pour eux, le fait d'être emmenés dans un camp d'extermination signifiait se débarrasser d'eux, ou de nous tous ensemble. C'est tout. Et c'est ce que Franco voulait? Pour moi, oui. Aurait dû révéler s'il était celui qui a donné, l'autorisation pour que les Espagnols soient envoyés dans ces camps. Il n'y a pas d'âge pour juger. Je ne dis pas qu'il faut l'exécuter, c'est l'orchestre. Suñette, mais il faut le juger pour savoir ce qu'il a fait ou ce qu'il n'a pas fait. Cependant, un jour, quelqu'un de très religieux m'a dit « Marie, si on te mettait ici tout de suite en face de celui qui a tué ton père, que ferais-tu » Parce que tu as un petit génie en toi.
J'ai dit rien. Mais tu ne le tuerais pas. Je disais maintenant je le prendrais, le secourais et je dirais tout haut ce que je pense. Et je lui dirais, j'espère que tu n'auras pas de nuit tranquille comme celle que tu m'as donnée, pour que tu saches ce que c'est vraiment. La carrière de Serrano a pris fin brusquement lorsque Franco a compris qu'il n'était pas favorable d'avoir une personne aussi étroitement liée aux perdants après la victoire des Alliés. Cette réalisation a entraîné la fin de sa carrière et a marqué un tournant dans sa vie professionnelle. Serrano a dû faire face aux conséquences de son association avec les perdants et a été contraint de trouver de nouvelles opportunités. Comment Serrano Suñer pouvait-il dire qu'il ne savait pas qu'il y avait des Espagnols à Mauthausen? Le consulat d'Espagne à Vienne a traité de nombreux certificats de décès de déportés espagnols via la commandature du camp de concentration. En outre, le ministère de Serrano avait facilité le départ d'au moins 2 déportés qui étaient arrivés avec le convoi d'Angoulême. La mère de Fernando Pindado a pris soin de noter le nom de la gare où elle avait été séparée de son fils pour assurer sa sécurité. Cela et de bons contacts ont permis de le sortir du camp de concentration. Si le ministère des Affaires étrangères a autorisé le rapatriement, il est très difficile de justifier que son responsable ne le savait pas. Les Allemands m'ont demandé de garder le silence sur le camp de concentration. J'aurais été personnellement impliqué dans cette affaire, et je ne sais pas si peut-être ma famille et moi aurions été lésés, car ici la Gestapo faisait ce qu'elle voulait. Enfin bon, c'était une situation très difficile à gérer pour tous. À partir de 1943, les détenus du camp de Mauthausen commencent à entrevoir une lueur d'espoir. La bataille de Stalingrad est la première grande défaite de l'armée allemande et marque le début de la fin de l'expansion nazie. Mais ils devront encore attendre pendant 2 longues années avant la libération du camp. Les Espagnols ont été les premiers à arriver et les derniers à partir du camp avant d'entrer dans le camp de Mauthausen, qui se trouve tout en haut et est considéré comme l'un des plus redoutables camps de concentration de la Seconde Guerre mondiale. Il y avait 2 grands poteaux, avec le drapeau du parti nazi, ainsi que le drapeau de l'Allemagne. Mais un jour, peu de temps avant la catastrophe pour eux, une terrible tempête et les 2 drapeaux, il y eut une bataille contre le vent, une chose comme si c'était un courage pour nous. Et de l'intérieur des baraquements, ils regardaient avec soulagement jusqu'à ce qu'un coup de vent emporte les drapeaux en lambeaux. Un chantel international, un chant de la Marseillaise et les soldats qui arrivaient avec les camions. Ils attendaient avec impatience la libération imminente, espérant que tout se déroulerait sans accroc. Mais la tension était palpable. Et avec les chars, ils ont pris le camp comme des fous. Les individus sont complètement fous. Ils sont incroyablement mélodieux. C'était Tex, un Catalan aussi, qui a pris quelques draps, des excès, je ne sais pas quoi, je n'étais pas dans le camp. Et il a créé une peinture qui montre les Espagnols saluant les forces antifascistes avec admiration et respect. Ils l'ont placé là-bas en grand. Les personnes qui sont en train de démolir le camp sont des Espagnols. La libération du camp est un événement inoubliable. Vous êtes condamnés à mort, et soudainement vous avez la liberté et la vie. Que pouvez-vous espérer de mieux? Mais la joie de la libération est cachée par l'horreur découverte à Mauthausen et dans de nombreux autres camps de concentration. Une fois de plus, les républicains espagnols joueront un rôle décisif. En dévoilant au monde cette machinerie d'extermination, la France célèbre la victoire historique des Alliés dans la guerre. Au milieu de l'euphorie, les Espagnols exilés, traités avec tous les honneurs, sont convaincus qu'ils pourront bientôt rentrer chez eux. Ils n'imaginaient pas que la guerre froide revaloriserait l'anticommunisme de Franco. Plus que d'avoir perdu la guerre, plus que le séjour dans les camps de concentration, c'est là la grande défaite. Pour de nombreux républicains, le régime franquiste est immuable. Beaucoup d'Espagnols seront apatrides pour toujours.
Nous pensions au jour suivant. Nous pensions revenir en Espagne. Bien sûr que nous pensions cela. Et nous ne pensions à rien d'autre, absolument rien de plus. Et quand ils ont réalisé que cela ne serait pas possible, le temps, nous pensions que Franco tomberait immédiatement. Mais ce n'était pas le cas, malheureusement. Malheureusement, les impérialistes américains, Franco a vendu cette grande et libre patrie qu'il prétendait avoir, il l'a vendue aux Américains, ils se sont implantés là-bas, et ensuite les démocraties n'ont rien fait pour nous aider. Franchement, je pense qu'ils auraient pu rendre le pouvoir au peuple espagnol en Espagne, qui avait voté pour la République. J'ai combattu pour un idéal de liberté et de justice, et je ne retourne pas en Espagne. J'ai malheureusement tout perdu, absolument tout. Ma famille, mon bien-être, et même la liberté que j'avais précédemment en Espagne, ont été anéantis. C'est terminé. C'est vraiment terrible. On ne peut pas faire ça. Si vous vous retournez, ces souvenirs ne disparaissent pas. Ils restent ancrés dans votre esprit, gravés à jamais. Chaque tournant vous rappelle les moments vécus, les émotions ressenties. Ils sont des trésors cachés, attendant d'être redécouverts. Alors, ne craignez pas de tourner, car ces souvenirs précieux vous accompagneront toujours. Cela ne peut jamais être oublié. On ne peut pas oublier. Nous avons une pensée pour tous ceux qui sont partis, pour tous ceux qui sont décédés et pour tout ce qui s'est passé. Nous ne le disons pas, il réside en nous profondément. Selon moi, la démocratie n'a pas informé le peuple espagnol sur les événements concernant les Espagnols comme elle aurait dû le faire. L'Espagne n'a pas agi envers ses enfants comme elle aurait dû le faire. C'est mon opinion. Peut-être que je me trompe, mais non. Une telle chose n'est pas possible. Nous n'avons pas besoin de monuments pour chaque tour, chaque endroit, un simple geste pour l'approcher, une reconnaissance du sacrifice que nous avons fait en combattant le franquisme. Quand il y a silence, personne ne parle. C'est pourquoi je suis venu. C'est pourquoi je suis venu la voir, pour participer.